Je suis Xavier Gissereau, je suis le cofondateur de l'association Amo Léger, au sein de laquelle je suis salarié. J'ai 31 ans et j'habite dans un hameau léger à Saint-André-des-Eaux, près de Dinan. Donc je suis pas du tout issu du monde de l'immobilier, de la construction. J'ai fait une école de commerce, puis une école d'ingénieur. Et en fait, voilà, c'est l'aboutissement d'un parcours qui a démarré par la signature d'un emprunt étudiant à 19 ans où j'ai emprunté 60 000 euros pour payer mes études à HEC. Et donc très vite je me suis rendu compte que alors que je pensais avoir fait une école qui me permettrait d'avoir le métier que je voulais et de m'ouvrir un large spectre, en fait j'allais avoir nécessairement à choisir un métier qui gagne beaucoup d'argent pour rembourser mon prêt, mes 1200 euros par mois que j'avais à rembourser à la sortie. Et donc rapidement, je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à, à gagner de l'argent pour rembourser ce crédit. Et en même temps, c'est pas forcément les métiers les plus rémunérateurs, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai monté une start-up dans le domaine du numérique pendant mes études qui m'a permis, avec mes deux associés, de rembourser nos crédits étudiants avant même d'être sorti de l'école. Donc ça, c'était une grande chance. Et assez vite, du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être libre de mes activités professionnelles et donc j'ai envie d'avoir un mode de vie qui nécessite peu d'argent. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé au logement, puisque bah, le logement, c'est le premier coût de la vie. Et donc, voilà, quand je me suis dit comment je vis avec peu, c'est comment je me loge bien avec peu. Donc, Amo Léger, c'est une association d'intérêt général qui compte aujourd'hui 16 salariés en 2024 et dont le but, c'est d'accompagner la création d'éco-hameaux euh, qui permettent aux gens qui y habitent de vivre de manière écologique, avec de la solidarité, du lien social et puis avec peu d'argent. Donc le concept de Hameau Léger, c'est de s'appuyer sur des communes qui possèdent des terrains constructibles et qui vont préférer y faire des éco-hameaux, donc avec des habitats écologiques, un projet d'habitat participatif avec des espaces communs qui permettent aux habitants de mutualiser des équipements, des infrastructures comme une chambre d'amis, une buanderie, un espace de réception, une cuisine partagée, et en même temps d'avoir chacun leur petit logement qui va du coup coûter peu d'argent. Voilà, il y a des communes qui vont préférer faire ces projets plutôt que des lotissements conventionnels. Donc un hameau léger, voilà, c'est un groupe de 6 à 12 logements en général, qui sont des habitats réversibles, sans béton, sans imperméabilisation des sols, euh, et où du coup on va dissocier la propriété de l'habitat et la propriété du sol. Les gens vont être propriétaires de leur logement sans posséder le foncier, qui soit reste propriété de la commune via un bail emphytéotique, soit devient propriété d'un organisme foncier solidaire, un OFS, et est mis à disposition du foyer via un bail réel solidaire. Et peut-être la dernière caractéristique d'un hameau léger, c'est que donc finalement l'objectif au-delà du logement, au-delà de la boîte de l'habitat, c'est de permettre aux gens de s'émanciper via le logement et donc de ne plus avoir à subir le fait d'avoir un job qui parfois manque de sens, qui parfois est situé à des dizaines de kilomètres de leur lieu de vie. Et donc en baissant ce coût du logement, on permet aux gens de créer des activités locales porteuses de sens, l'économie sociale et solidaire, l'artisanat, l'agriculture. Et ça, c'est possible que quand on arrive à vivre avec moins. Si on a un crédit immobilier assez gros, ou un gros loyer et des gros coûts de chauffage, on ne peut pas y arriver. Donc l'asso Amo Léger, elle a trois grands types de missions. Euh, la première, c'est de sensibiliser autour de ces questions d'habitat écologique, de construction sans béton, et puis de vivre ensemble, voilà, montrer qu'au-delà de l'individualisme ambiant, on peut réussir à cohabiter, à partager des espaces, à, voilà, à vivre côte à côte sans se taper dessus, mais même au contraire à tisser des liens de solidarité, d'entraide au sein d'un groupe d'habitants. La deuxième grande famille d'activités, c'est tout ce qui est autour de la transmission. On crée des outils, des contenus qu'on met à disposition à travers notre site internet, à travers un livre qu'on a fait paraître, à travers un cours en ligne gratuit,
à travers des formations sur la gouvernance, le vivre ensemble, les low-tech, l'éco-construction. Et la troisième activité de l'association, c'est l'accompagnement de projets. Donc on agit en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour aider les collectivités et les groupes d'habitants à monter leurs projets. Aujourd'hui, l'association, elle a une ambition nationale, même si elle est quand même assez concentrée aujourd'hui dans le nord-ouest. On a 12 des 16 salariés qui sont en Bretagne. On accompagne aujourd'hui 25 projets, dont une vingtaine en Bretagne et Pays de la Loire. Mais on a aussi un projet dans le nord, un projet dans le Lot et des projets dans le sud-est, Drôme, Ardèche, Jura. Ce qu'on a appris des premiers projets, c'est... alors au départ, on est parti sur des projets avec énormément d'autoconstruction, avec des groupes d'habitants très capables qui ont beaucoup fait eux-mêmes. Et c'est le cas notamment du hameau léger du Placy où j'habite, où voilà, à peu près tous les habitants ont été autoconstruits. Le groupe d'habitants a autoconstruit le bâtiment commun, qui est quand même un assez gros bâtiment de 90 mètres carrés en bois, terre et paille. Et donc on a vu que ça fonctionnait au sens où on arrive à sortir un projet immobilier pour très peu de coûts. On avait 150 000 euros de budget au total pour les aménagements plus le bâtiment commun. Et donc voilà, on avait des logements qui ont coûté entre 15 et 60 000 euros. Donc ça, voilà, on a réussi à faire des constructions très peu chères. Au niveau écologique aussi, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a vu que le bilan carbone des constructions, il était nul, voire négatif dans un certain nombre de cas, qu'il y a vraiment une très faible consommation d'eau, d'énergie. On a 6 à 10 fois moins de consommation d'eau et d'énergie qu'un foyer normal en France au hameau léger du Placy. Donc là-dessus, ça fonctionne. Et puis au niveau local aussi, on a vu que ça fonctionnait, parce que là, dans cet exemple, le groupe d'habitants a initié la reprise du dernier commerce du village, qui était un café qui risquait de fermer. Il l'a repris sous forme de coopérative. Et aujourd'hui, donc, c'est un tiers-lieu qui accueille un café. Il y a 250 événements culturels et sociaux l'année dernière. Il y a un restaurant, il y a une épicerie solidaire. Il y a 8 personnes qui y travaillent. On voit que ça a amené beaucoup de vie aussi dans ce village. Maintenant, on a aussi vu que ces premiers projets, ils ont demandé énormément de temps, énormément d'énergie. Que voilà, c'était pas, même si c'était financièrement très accessible, en termes de compétences, de capacités, ben, c'était pas accessible à tout le monde. Et donc voilà, on a pas mal travaillé pour essayer de faire en sorte que ben, des gens qui ont peu de temps, qui ont peu de compétences, qui ont peu de confiance, ils arrivent aussi à accéder à ces projets. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on essaye de s'adapter aux habitants en fait, de chaque projet. Donc il y a des habitants qui vont avoir envie de faire beaucoup eux-mêmes et qui vont avoir une grande autonomie, et d'autres beaucoup moins, donc qui vont avoir besoin de plus d'accompagnement. Et donc voilà, nous on voit que plus on avance, plus on s'adresse à un public assez large, avec des gens aussi moins autonomes, moins militants même parfois. Et donc voilà, notre enjeu, c'est aussi que ça reste pas des projets qui soient réservés à un public militant, très autonome, qui, même s'il n'a pas forcément de l'argent, a un certain capital socio-culturel. Et donc voilà, c'est là où nous, on fait évoluer à la fois notre accompagnement, mais aussi notre montage juridique pour que ça soit des projets plus accessibles socialement au sens large. Donc la manière, nous, dont on se positionne pour les projets de hameau léger, c'est qu'on est souvent initiateur ou inspirateur au départ. C'est-à-dire que c'est des communes qui viennent nous voir, ou des groupes d'habitants parfois, et qui ont entendu parler de nous et qui sont intéressés par ce qu'on propose, par le concept, le modèle juridique, et donc qui viennent nous demander de l'accompagnement. Et donc à la fois on porte rarement juridiquement la maîtrise d'ouvrage, et en même temps on est extrêmement impliqué, puisqu'on accompagne des élus ruraux ou des groupes d'habitants qui sont des non-professionnels à monter des projets immobiliers. Donc nous voilà, on se positionne comme assistant à maîtrise d'ouvrage plus, on va dire. En général, la méthodologie qu'on a, c'est qu'on commence par faire une étude de faisabilité qui va permettre de déterminer les conditions dans lesquelles le projet est possible, les conditions que la mairie souhaite poser, et les conditions qui sont liées au contexte réglementaire, économique, financier, juridique.
Du coup, à la fin de cette étude, la mairie va prendre une délibération pour valider la poursuite du projet et surtout son cadre, ses conditions. En deuxième phase, on va constituer un groupe d'habitants qui va être d'accord avec ces conditions. Et donc, on va organiser tout un certain nombre de rencontres pour que tous les gens qui sont intéressés par ce projet, dans cet endroit, sur ce terrain, avec ces conditions, puissent faire connaissance, voir avec qui ils se sentent alignés, et puis constituer un ou plusieurs groupes qui va travailler sur leur vision commune du vivre ensemble, et puis déposer un dossier. Et puis, il y a un groupe qui va être choisi pour porter le projet. Et ensuite, donc, on va arriver sur la troisième phase, qui est vraiment la phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage proprement dite, où voilà, il va falloir finaliser le projet d'aménagement, passer les marchés de travaux pour la VRD, pour la construction du bâtiment commun. Et donc voilà, nous, on va accompagner toute cette maîtrise d'ouvrage. Et puis, on va aussi accompagner le groupe d'habitants à se structurer en termes juridiques, en termes aussi humains, d'avoir des espaces pour bien communiquer ensemble, pour prévenir des conflits qui pourraient éventuellement survenir, pour gérer les entrées, les sorties des membres du groupe et pouvoir être autonome pour gérer le hameau à la fin, ce qui est notre objectif. Alors pour nous, l'habitat léger au début, c'est un moyen et pas une fin. C'est vrai que nous, quand on a réfléchi, ce qui était important, c'est que ça soit pas cher et aussi que ça soit non spéculatif. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va mettre pour qu'il y ait des gens qui arrivent à monter un projet, si dans 5 ans, ils peuvent revendre en faisant une grosse plus-value, en fait pour nous, ça serait de l'énergie perdue parce que ce serait accessible que pour les premiers. Et puis on enrichirait les premiers au détriment des seconds. Donc en fait, nous, on voulait à la fois permettre aux gens d'être propriétaires et en même temps encadrer cette propriété pour qu'elle ne puisse pas aboutir à une spéculation immobilière qu'on cherche à combattre. Et donc, quand on veut faire cette propriété et l'encadrer, on cherche à dissocier la propriété du logement. En fait, c'est ça, on veut que les gens soient propriétaires de leur maison, de leur enveloppe, qu'ils aient la sécurité de pouvoir y rester, la liberté de pouvoir faire évoluer cette maison. Et en même temps, en fait, comme on veut qu'il n'y ait pas de spéculation possible, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient propriétaires du foncier, du sol, parce que c'est là où la spéculation est possible. Et donc on a fait cette dissociation de la propriété du sol, du foncier et de la propriété du bâti par l'habitat léger, puisque ces habitats sont des biens mobiliers, en fait. C'est des habitats qui sont démontables ou déplaçables, et donc on peut posséder sa maison sans posséder le terrain, comme on peut posséder sa voiture sans posséder le parking, en fait. Et du coup, nous, l'habitat léger, on y est arrivé par cette porte-là, et aussi parce que c'est des habitats écologiques, vu qu'on va construire sans béton, faire ça sans fondation, etc. Maintenant, on s'aperçoit quand même que autant c'est très avantageux l'habitat léger au niveau économique, au niveau écologique, puis au niveau politique, par cette non-spéculation, autant c'est un habitat qui ne rentre pas dans les cases des banques, donc qui ne permet pas l'accès au crédit immobilier. Et donc quand on l'auto-construit, ça fonctionne très bien, mais si on veut un habitat construit par un professionnel, souvent c'est un habitat plus cher, donc on a besoin de financement et de crédit, et donc il faut qu'on ait accès au crédit immobilier pour le financer, ou en tout cas, sinon ça veut dire qu'il faut avoir l'épargne pour financer son logement ou faire un crédit à la conso qui est assez cher. Donc nous aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on cherche à faire, c'est finalement pas uniquement faire de l'habitat léger, qui est donc de l'habitat mobilier, mais aussi pouvoir rentrer dans un certain nombre de cas dans les cases de l'immobilier pour permettre aux gens qui habitent dans les hameaux légers et qui veulent un habitat clé en main construit par un pro d'avoir accès au crédit immobilier et au prêt à taux zéro, etc. Et donc ça, c'est le sens de l'autre montage qu'on est en train d'expérimenter en ce moment dans plusieurs projets, qui est le bail réel solidaire, qui fonctionne à peu près pareil. Il y a une dissociation, mais cette fois juridique, pas physique de l'habitat mobilier, mais juridique, du foncier et du bâti, par cet outil qui s'appelle le bail réel solidaire, qui a une petite dizaine d'années. Et donc, on peut permettre comme ça de préserver la spéculation immobilière et en même temps de donner accès au crédit immobilier pour un logement qui va continuer d'être réversible, au sens où il va continuer d'être sans fondation béton, il va être sur vis de fondation, mais immobile. L'habitat léger, c'est une forme qui va être plus compliquée à mettre en place en milieu urbain, pour des raisons de densité et de coût du foncier. En fait, en ville, la moindre parcelle de terrain coûte extrêmement cher et
Et puis il y a beaucoup de gens qui y habitent, donc on va plutôt chercher à faire de la verticalité, à avoir des immeubles qui sont construits. Nous, les rares communes métropolitaines qui nous ont contactés, c'est pour faire de l'habitat léger sur des parcelles qu'on appelle transitoires, c'est-à-dire des terrains qui sont disponibles pendant un moment donné, 5, 10 ans en général maximum, parce que c'est des réserves foncières pour faire des grands projets d'aménagement, mais qui auront lieu dans longtemps. Et donc là, effectivement, il peut y avoir cet intérêt à utiliser ces parcelles vacantes pour mettre des habitats légers temporairement. C'est ce que fait Rennes Métropole avec un dispositif qui s'appelle Sans foncier fixe, où en gros, bah voilà, pour répondre aux besoins de gens qui sont en attente de logements sociaux, en fait, ils vont leur mettre à disposition des unités un peu type Algeco. Bon, c'est pas super qualitatif au niveau architectural, mais voilà, au moins ils utilisent ces terrains pour répondre un peu à un besoin de logement. Nous, on a toujours refusé de faire ça parce que, en fait, voilà, on met beaucoup d'énergie, on met entre 2 et 3 ans pour monter un projet. Si c'est pour que ça reste 5 ans, bah, voilà, on préfère investir notre temps sur des projets réellement pérennes qui vont permettre aux gens de s'émanciper sur la durée, pas juste d'avoir un logement pendant quelques années, le temps qu'il y ait une grosse opération immobilière qui se construise. Après, donc ça c'est la question de l'habitat léger en ville. La question des éco-hameaux en ville au sens large, bon, ben, le mot hameau, il renvoie déjà à une définition rurale, il renvoie à un ensemble de maisons individuelles, d'habitats plutôt voilà, euh, isolés. Par contre, l'habitat participatif, c'est-à-dire le fait d'avoir un groupe d'habitants qui est impliqué dans la conception, dans la gestion de son lieu de vie, qui va avoir des espaces communs, etc. Ça existe en ville. Voilà, il y a un certain nombre de projets d'habitat participatif qui se font en ville. Ça reste assez compliqué parce que c'est des projets qui coûtent très cher. Souvent, ils se font avec l'aide de bailleurs sociaux. Mais voilà, ça existe. Nous, on a envie de faire exister ces formes d'habitat dans les sphères institutionnelles depuis le début, et c'est aussi plus facile parce que voilà, moi je sais que j'ai fait des écoles considérées comme grandes du point de vue d'un certain nombre d'acteurs, donc c'est aussi plus facile peut-être pour moi d'être considéré sérieusement par des acteurs institutionnels comme des ministères ou la région, etc. Et donc voilà, nous, on essaye de faire en sorte que ces projets soient vus comme des projets sérieux, de dépasser un certain nombre de préjugés qui peuvent coller à l'habitat léger. D'ailleurs, nous, on parle rarement d'habitat léger, on parle d'habitat réversible. Alors, on s'appelle hameau léger, donc il y a un petit peu quand même ce lien, il existe là-dessus. Mais on cherche à voilà, dépasser les préjugés qui seraient qu'on serait sur des habitats précaires, inesthétiques, sur des populations de marginaux. Alors qu'en fait c'est bien au-delà de ça et que nous ce qu'on voit c'est qu'on a des gens qui cherchent à se loger pour moins cher et à vivre de manière conviviale, solidaire dans des habitats écologiques et que ça aujourd'hui dans le marché du logement ça n'existe pas euh, et que, et que voilà on cherche à répondre à ce besoin-là et l'habitat léger c'est une réponse, c'est pas la seule. Et finalement, voilà, si on déplace le problème et que, enfin, en tout cas, si on met plus l'accent sur le problème, qu'on montre que c'est possible, le plus difficile, c'est toujours de faire sortir les premiers projets, qu'on montre qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des gens qui se logent bien dans des habitats qui répondent à leurs besoins. C'est un choix, c'est pas subi, c'est pas précaire, et que ça leur a coûté 15 000 euros, et que derrière, ça fait revivre des villages. Bah, en fait, voilà, on peut montrer par l'exemple que ce qui peut paraître utopique est en fait déjà une réalité et donc ça aide aussi à obtenir l'aval de pouvoirs publics. La construction d'un habitat léger, bon, c'est très variable parce que ça dépend de la taille et du choix d'habitat et du degré d'autoconstruction en gros. L'habitat le moins cher, en tout cas quand on reste sur des choses un minimum bien isolées, écologiques, c'est la yourte. Euh, voilà, une yourte, il faut compter, on va dire, à partir de 300 à 500 euros le mètre carré. Euh, il y en a qui arrivent à faire des très belles yourtes de 50 mètres carrés pour 15 000 euros. Euh,
Et ensuite, si on va sur des constructions plutôt ossature bois, partage bois, etc., il faut compter plus près des 800 € du mètre carré quand on est en autoconstruction, jusqu'à 1000 si on veut un bon niveau de finition, de matériaux, etc. Voilà, en gros, on peut partir à peu près sur ces ordres de grandeur-là. Du coup, on a pas mal de gens dans les hameaux légers qui arrivent à faire des petites unités d'une vingtaine de mètres carrés, plus les mezzanines qui peuvent gagner un peu de place aussi, et qui vont en avoir pour 15 000 € à peu près, avec les équipements intérieurs. Et après, à l'utilisation, bon, là aussi c'est très variable, mais finalement, ce qu'on peut voir, c'est que qui dit petit logement dit peu de besoin de chauffage. Et ça, c'est vraiment, je crois, la première caractéristique. On ne se rend pas compte souvent que derrière ces grands logements, en fait, aujourd'hui, il y a un peu une aspiration globale à avoir des grands logements, c'est un signe extérieur de richesse, etc. Soit. Mais on construit des logements beaucoup plus grands que ceux dont on a besoin, avec beaucoup d'espace dont on se sert très rarement. On a une très grande salle à manger avec une table pour 12 alors qu'on mange à 2 ou à 3 au quotidien. On a une chambre d'amis qui sert 2 semaines dans l'année à tout casser. Une buanderie avec une machine qui tourne une fois par semaine. Bon, voilà, tout ça c'est des mètres carrés qui sont un peu perdus. Et en fait, quand on arrive à les mutualiser au sein voilà, d'une unité de 6 à 12 logements avec des règles communes, une vision commune du vivre ensemble et des espaces pour se parler, communiquer sur ce qui ne va pas, bah, en fait, ça réduit beaucoup les coûts du logement à l'utilisation. On réduit les besoins de chauffage, on réduit la consommation d'eau, on réduit le nombre d'équipements aussi parce qu'on n'a pas chacun sa machine à laver. On peut très facilement être en autonomie d'énergie aussi. Hum, Donc voilà, moi ce que je peux parler de mon exemple, mais au niveau du homologé du Placy, la plupart on a zéro dépense de chauffage parce qu'on a des petits poêles dans nos logements et qu'on fait notre bois chez le voisin qui nous permet de couper des arbres dans sa forêt. Euh, que on a un bâtiment commun qui est isolé en paille et qui consomme extrêmement peu d'énergie. Et où on va avoir un petit poêle bouilleur pour chauffer l'eau chaude sanitaire et des panneaux solaires photovoltaïques pour l'alimentation en électricité du bâtiment. Donc en fait, à partir de là, on n'a pas de facture d'énergie. Et les factures d'eau, bon, c'est pas énorme parce qu'on consomme pas beaucoup, qu'on fait de la récupération d'eau de pluie. Donc voilà, ça c'est des choix après, mais ça peut coûter très peu cher en fonctionnement. Pour moi, le frein principal à l'habitat léger, enfin voilà, l'habitat réversible, l'habitat écologique participatif de petite taille, c'est c'est l'imaginaire, c'est la désirabilité. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un public qui désire avoir des grands logements pour soi tout seul, et où voilà, un peu le mythe de la réussite, c'est je suis indépendant, j'ai besoin de personne, je peux me payer mes deux, trois voitures, ma grande maison au milieu de mon terrain et être tout seul, peinard. Euh, et ça, effectivement, c'est un désir quand même qui est partagé par toute une partie de la population, on va pas se mentir. Euh, et donc, bah, il y a plein de gens pour qui c'est pas accessible, alors volontairement ou inconsciemment, parce qu'en fait, c'est pas dans leur schéma de réussite. Et, et paradoxalement, beaucoup de gens qui ont pu manquer d'espace, manquer d'argent ou qui peuvent manquer, aspirent justement à plus grand. Et donc ce truc de la sobriété un peu heureuse de Pierre Rabhi, bah, aujourd'hui, alors c'est une généralité ce que je dis, hein, il y a des gens qui sont en galère et qui aspirent à avoir un truc sobre, mais il y en a un certain nombre d'autres où voilà, leur rêve c'est d'avoir quelque chose de grand et où en fait ça peut être un peu un truc de privilégié par certains aspects. Et donc je pense que c'est aussi en, en faisant en sorte que ce soit plus valorisé socialement, et ça bouge. Mais en fait, plus cette sobriété, elle va être valorisée socialement, et c'est en train d'arriver, plus ben, aussi les classes plus défavorisées vont avoir envie de ça, parce que ce sera valorisé socialement, et que ce ne sera pas vu comme un échec. Voilà, donc ça, je pense, c'est le plus grand frein. Et puis aussi de croire qu'on peut cohabiter de manière non seulement pacifique, mais joyeuse. Et ça, voilà, aujourd'hui,
beaucoup de gens ont tellement une expérience douloureuse du collectif, de la vie en collectivité, à travers tout un tas de traumatismes dans la rue, de voisinage, dans les transports en commun, où en fait le fait de côtoyer les autres est une souffrance et quelque chose qui est difficile, que il faut, pour que ça se diffuse, il faut redonner confiance qu'on peut vivre ensemble. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment le choix? Voilà, donc ça c'est le gros sujet. Mes ambitions, en tout cas les ambitions que je fais porter sur l'asso Amo Léger, c'est que euh, qu'on puisse inspirer et donner espoir ou confiance, justement que on peut vivre mieux avec moins et euh, que c'est aussi une voie d'épanouissement individuel et collectif et sociétal plus largement. Et qu'en fait, le fait de courir après voilà, le plus nous donne une espèce d'illusion de liberté parce qu'effectivement, j'ai ma voiture pour moi tout seul, tous mes équipements et mon grand logement pour moi tout seul et je me sens libre parce qu'entre guillemets j'ai l'impression de dépendre de personne mais en fait je dépends de l'argent que tout ça me coûte et donc je dépends d'un emploi qui me donne cet argent et en fait il y a énormément de souffrance au travail et beaucoup de gens qui sont malheureux avec leurs emplois, qui s'ils avaient le choix en tout cas ils le feraient pas et ça c'est pas la définition de la liberté pour moi. Euh, donc voilà, je crois que l'ambition peut-être pour l'asso, c'est d'être un peu ce poil à gratter qui vient poser ces questions euh, de dépendance à un emploi subi, qui vient poser ces questions de spéculation immobilière, qui concentre la richesse entre les mains de quelques-uns et appauvrit 90% ou 95% de la population. Même ceux qui sont propriétaires juste de leur logement, ils sont perdants dans ce système actuel. Il n'y a que les multipropriétaires qui sont gagnants. Et voilà, qu'on soit le poil à gratter qui amène un peu à se poser ces questions. On ne sera jamais un énorme groupe immobilier qui aura fait des tonnes de logements. Mais si on peut aider des gens à sortir de ce système destructeur et en même temps faire réfléchir un pan plus large des gens, bah, ce sera déjà une belle réussite.